Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Art Hacker. Mais qu'est-ce que c'est que ce podcast qui semble sortir de nulle part? Eh bien figurez-vous qu'il existe sous une forme déjà confidentielle en fait sur la chaîne YouTube, l'Opératorium Secret d'Atelier. Moi c'est Siggy, je tiens donc cette chaîne YouTube depuis voilà 4 ans. 4 ans tout pile aujourd'hui, on est le 15 avril. Aujourd'hui est un jour un peu spécial parce que non seulement c'est l'anniversaire de la chaîne, wouhouhou, j'espère que vous allez m'envoyer beaucoup d'emojis gâteaux virtuels, et c'est un jour donc spécial pour ça, hein. J'ai lancé la chaîne le 15 avril 2020, enfin le 15 avril 2020 puisqu'il n'y en a qu'un, bref, ici on est un peu perché, comme vous l'auriez pas compris, et justement c'était l'objectif de ce podcast. Je suis conservatrice restauratrice, je fais un métier, on va dire, assez sage, assez sérieux. Donc l'objectif de ce podcast, quand on l'a lancé il y a voilà 4 ans avec Perrine, ma collègue qui est conservatrice restauratrice de tableau et accessoirement ma meilleure amie, eh bien notre but c'était de faire des épisodes totalement informels, où on se lâche, on raconte des conneries. Pas trop quand même, hein. Mais disons que voilà, c'est très très informel, on vérifie nos sources, mais voilà, toute proportion gardée. Le principe du podcast Art Hacker, c'est que chacune vient avec une histoire liée au patrimoine, que ce soit un fait divers, un moment d'anthologie dans l'histoire, souvent donc lié quand même à la sauvegarde du patrimoine, et on se raconte chacune notre tour le sujet qu'on a choisi, et c'est comme être avec des potes. Vous êtes bienvenus avec nous lors de ces moments, prenez un petit thé, un café, autre chose de non autorisé sur YouTube si vous le souhaitez. Bref, aujourd'hui est un jour spécial, donc vous l'aurez compris, puisque c'est à la fois l'anniversaire de la chaîne, mais c'est aussi le moment de reprendre un peu du service sur la chaîne YouTube qui est légèrement en friche depuis quelques mois. Et notamment, les derniers sujets de vidéos ont porté sur un même thème, en 2 parties de vidéos, sur le Titanic. Or, il se trouve que le 15 avril, eh bien, c'est la date du naufrage du Titanic. Donc là, j'attends des emojis glaçons, voilà, pour mettre dans mon cocktail. Non, pas du tout, je ne bois pas de cocktail. Semaine également particulière pour relancer ce podcast, cette chaîne YouTube sur le patrimoine, l'art, l'histoire de l'art, puisque aujourd'hui, il y a 5 ans, donc 1 an avant que je crée la chaîne, jour pour jour, le 15 avril 2019, était hélas le jour où Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame de Paris, flambait. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la reconstruction de Notre-Dame, donc cette année en plus est l'année de réouverture de la cathédrale, donc on va voir si ma vidéo sera toujours d'actualité, et j'y racontais en intro que il m'était arrivé un truc assez fou comme coïncidence, c'est que je me trouvais en haut de la tour Eiffel dans les premières minutes de l'incendie. Or je n'étais jamais montée dans la tour Eiffel, j'ai été invitée ce soir-là pour un événement, et si j'avais pas eu cet événement, je sais pas si je serais un jour montée dans la tour Eiffel, parce que c'est pas forcément mon centre d'intérêt. Donc je confirme que la vue était assez imprenable sur les événements, mais pas aussi exceptionnelle comme vue rapprochée que celle des conservateurs-restaurateurs IS qui ont travaillé sur le chantier. Je connais pas mal de personnes qui ont participé au chantier, hein, sans surprise. Donc d'ailleurs ça pourrait, ma foi, être un épisode d'introduction du podcast de l'année prochaine. On anticipe, on n'a même pas lancé la nouvelle saison, qu'on parle déjà de celle de l'an prochain, mais oui bien sûr. Voilà, et également cette semaine, le 18 avril, c'est la journée internationale des monuments et sites archéologiques, World Heritage Day of Monuments and Sites. Donc vous voyez que c'est vraiment une semaine assez spéciale, quoi. Bien, on ne se refait pas quand on est conservatrice restauratrice du patrimoine. En plus, j'ai tendance à avoir que des coïncidences un peu débiles dans ma vie. Après, c'est qui veut bien les voir voit des coïncidences partout, hein. Cette phrase n'est pas française, mais on s'entend. Bref, ça tombe à pic. Plutôt ça coule à pic. Puisque, pour cet épisode spécial multiversaire, j'ai choisi comme sujet de vous parler des vraies raisons pour lesquelles le Titanic a coulé. Raisons directement liées aux matériaux de fabrication du paquebot. Alors ça n'a pas l'air très sexy dit comme ça, mais en fait c'est assez fascinant parce qu'il y a beaucoup de paramètres méconnus et qui ont été cachés par les constructeurs. Et puisque le hasard fait toujours très bien les choses, eh bien il se trouve que Perrine a également choisi un sujet qu'on pourrait qualifier d'associé au courant marin. Donc c'est assez amusant, n'est-ce pas ?
Je profite pour vous donner des petites nouvelles. Si j'ai été absente de la chaîne YouTube si longtemps, c'est pour plein de choses que je ne vous raconterai pas parce que c'est privé, bordel. Mais aussi parce que du coup, pour des raisons personnelles, de réaménagement de vie, j'avais besoin aussi de recentrer mes chakras, prévoir un petit peu une nouvelle programmation sur la chaîne qui soit plus compatible avec mon quotidien. J'avais fait une vidéo au printemps dernier pour expliquer que ce n'était pas forcément si facile de parler de mon métier, chose qui est souvent demandée quand même, parce que la conservation-restauration intrigue. Et j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet, avec des collègues notamment, et en fait le format que j'ai retenu, qui me semble le mieux, tout simplement c'est de faire parler les autres. En fait ça fait du bien de laisser parler les autres, mais ça j'en ai toujours été convaincue, mais il fallait passer le cap. Il se trouve que aujourd'hui vous retrouverez donc cette reprise d'épisode d'Artaker avec Perrine, informelle, mais vous trouverez également le premier épisode aujourd'hui, ou le deuxième, je ne suis pas sûre encore, je suis dans le turfu, de 11 épisodes, déjà tous enregistrés, montés, les visuels sont faits, peut-être pas les descriptions, faut pas déconner, mais voilà. Donc du contenu assuré qui sortira tous les lundis à partir de maintenant, et je vous laisse faire le calcul, ça durera environ jusqu'à fin juin. Les versions du coup du podcast avec Perrine, les versions informelles, deviendront des hors-séries ou des bonus, c'est vous qui voyez. 11 épisodes avec des consoeurs et confrères qui ont accepté de jouer le jeu et de venir nous raconter leur quotidien dans la conservation-restauration, l'arrière-scène des musées, comme vous n'avez probablement jamais vu ou entendu, en tout cas la vraie vie des vrais gens. Voilà, donc vraiment une semaine 100% sous le sceau du patrimoine, une semaine aspergée d'eau bénite par le dieu Poséidon, réellement. Avant de vous laisser découvrir tout ça, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur de l'océan. Non, vraiment, merci d'être là depuis déjà 4 ans à soutenir et suivre la chaîne. Ça fait vraiment très très plaisir. Et je rappelle que c'est grâce à vous et aux mécènes sur Patreon que j'ai pu acheter un micro pour lancer ce podcast. Et pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus par le format podcast, rassurez-vous, j'ai 2 vidéos dans les bacs qui sont quasiment terminées de monter, c'est juste que je suis vraiment débordée en ce moment et que je fais attention à pas me saturer non plus sur la chaîne YouTube, puisque je rappelle que ce n'est pas mon activité principale, j'ai un travail à temps plein à côté, généralement les gens qui publient des vidéos régulièrement sur YouTube, c'est leur métier en fait, sinon c'est compliqué. Je dis pas que je suis rapide, je suis quand même très lente. Ce n'est pas tant que je suis 20 000 lieues sous les mers, mais plutôt 6 pieds sous terre. Bref, le ton est donné, donc en tout cas encore merci beaucoup. Et je vous laisse écouter ce podcast qui sera peut-être un peu moins quoi. Bonne écoute. Je sais pas quoi dire. C'est un début. Eh bien, je sais vraiment pas. Attends, ça fait super longtemps que j'ai pas fait cet exercice. Salut Perrine. Je vais commencer comme ça d'habitude. Non, attends, on co-host le podcast Artaker. Ouais. Voilà. Ce podcast, on l'a créé il y a combien de temps déjà ? Il y a 3 ans. Non ? Tant que ça ? 3 ? T'es partie quand en Italie ? C'était début Covid. Attends, j'oublie toujours le Covid, 2020? C'était en 2019 ou 2020 ? Je sais plus. J'ai pas oublié ça. Perrine et moi, Siggy de l'Opératorium, on est conservatrice-restauratrice. Toi, t'es spécialisée en tableau. En restauration de tableaux. Et voilà, donc des panneaux et étoiles. Et moi, donc en art graphique, papier, parchemin. Et on a lancé cette idée de podcast pour parler de notre métier, puisqu'il n'y a pas beaucoup de médias qui en discutent. Et quand on a lancé ça, Perrine a reçu la très bonne nouvelle qu'elle était prise pour combien d'années ? 2 ans de plus ? Ouais. Non, je crois que j'étais déjà en études, mais il fallait que j'écrive mon mémoire et tout ça. Donc il fallait que je parte en stage. Et comme c'était le Covid, j'ai pas pu y aller tout de suite. Donc ça, en fait, j'attendais de pouvoir partir en stage quand on a créé le podcast.
Bref, c'était le bazar. Oui, exactement. Parce que toutes les deux, on a été donc diplômées en 2016-2017 en conservation-restauration et Perrine a repris des études en... Sciences pour la conservation et restauration des œuvres d'art. Voilà, donc si vous pensez que notre métier est pas déjà assez niche comme ça, Perrine est encore plus partie dans un chemin de traverse. Donc on a décidé de reprendre le podcast maintenant qu'on est toutes les deux de retour à Paris. Et on est en plein déménagement de notre atelier. En fait, on travaillait chacune de notre côté et là on rassemble nos forces. Donc ça c'est une super nouvelle. Et normalement on aura nos nouveaux locaux en... Disons début juin. Ouais. Là, normalement, ça serait bon. Toujours du bois, Inch'Allah. Ouais. Ok. Voilà. Bon, alors du coup, le concept du podcast, puisqu'on le reprend, donc je pense qu'il y a peut-être pas beaucoup de personnes qui connaissent déjà. On avait fait 4 épisodes. Le concept, c'est qu'on se raconte chacune notre tour une anecdote ou un événement lié au patrimoine et à la conservation donc d'art, d'archéologie. On sait plus ou moins, ou pas toujours, les sujets qu'on a choisis. Mais en tout cas, on se renseigne pas du tout avant sur le sujet de l'autre. Nos réactions sont 100% authentiques. Normalement, les vôtres aussi. Bonne écoute. Yes. Donc là, je crois que c'est moi qui va commencer. J'ai l'impression que ça serait quand même mieux parce que ton sujet est énorme. Enfin, moi aussi, si j'avais envie, je pouvais parler pendant une éternité de mon sujet, mais pour tout dire, je me suis basée vraiment sur un documentaire qui est publié sur YouTube, qu'on trouve facilement. Et du coup, voilà, je me suis largement référée sur ce documentaire comme source. Et du coup, ça m'a permis de me restreindre moi-même et de pas trop sortir de ce dont il parle. Et donc, moi, j'ai opté de parler de la découverte faite complètement par hasard d'un vrai trésor. Et en plus... c'est une des œuvres qui attire le plus de monde au British Museum en ce moment. Donc c'est assez incroyable. Au moment de la découverte, on est en Écosse, début 19e siècle. Holy Scotland. Oh, là, c'est... Voilà, des mecs en... kilt. Attention à ce que tu dis, parce que je crois que le kilt, c'est 19e. On est quand, là ? Bah, début 19e. Ah, alors peut-être que ça match. Peut-être. Bon, bah, ouais. En tout cas, on est sur l'île de Lewis, qui fait partie d'un archipel, donc l'archipel des Hébrides, et en plus c'est les Hébrides extérieurs, donc c'est vraiment encore plus loin que les Hébrides normaux. Enfin, donc c'est vraiment paumé. C'est loin, c'est loin de tout. À l'ouest, c'est sur la côte ouest, donc c'est l'extrémité ouest de l'Écosse. Et donc après, t'as le Canada et le Groenland, quoi. Enfin, ou plutôt le Groenland d'abord et après le Canada. À quelques brasses. C'est ça. Donc loin de tout. Et il faut s'imaginer aussi des belles plages de sable blanc, de la mer turquoise mais glaciée. C'est pas des galets là-bas plutôt ? Non, c'est vraiment des plages blanches. C'est un peu comme dans le nord de la Norvège, c'est des très très belles plages, mais tu peux pas t'y baigner, quoi. C'est pas tropical. Pour précision, tu as grandi ? J'ai grandi en Norvège. Voilà. Donc je vois à peu près à quoi ça ressemble. T'es dans ton élément. Je t'interromps. C'est un endroit où les paysans sont pauvres et c'est aussi le moment où les fermiers sont poussés à émigrer car les terres sont petit à petit réservées à l'élevage du bétail qui est plus rentable et plus rentable que de labourer la terre, quoi. Et il y a ce phénomène aussi de centralisation. Donc tout le pouvoir se trouve dans les grandes villes et donc forcément un lieu si isolé que Lewis, c'est vraiment paumé. Donc, imagine un pecno. Un pecno. C'est dur. Un paysan. Disons, un paysan qui tombe complètement par hasard sur une boîte avec des petites figurines gravées ou sculptées dans de l'ivoire. Là-dessus, ce que j'ai en tête... C'est la référence ou pas? Non. Qu'est-ce que c'est ce bruit? T'as déjà vu Jumanji? Oui, mais je me rappelle... Enfin, je vois pas. Il découvre une boîte dans le sable et c'est le jeu de... Ah, le jeu de Jumanji. Bah, tu sais, je pense que la personne qui a découvert ces pièces d'échecs, du coup, c'est des pièces pour un jeu d'échecs, il devait être assez surpris parce que c'est des
c'est des œuvres qui datent du XIIe siècle, XIIIe siècle, et qui sont du coup d'un courant artistique complètement différent de début 19e. Et toutes les pièces sont hyper expressives, donc forcément quand tu tiens ça dans la main au 19e siècle, t'es un peu surpris, quoi. Je trouve ça peut-être un peu moche aussi, un peu rustique, non? Ouais, oui, ils sont tous hyper expressifs. Donc pour en revenir vraiment au fil rouge, c'est pas du tout l'endroit où tu t'imagines trouver un trésor, comme en Afrique ou en Asie ou même dans le bassin de la Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est aussi au moment où on commence les fouilles à Pompéi, etc. Donc tu te dis, c'est pas à Loïs que je vais trouver un grand trésor. Et pourtant, ils ont trouvé environ 90 pièces d'échecs datant du XIIe siècle. Donc elles sont connues aujourd'hui sous le nom des figurines de Lewis, même si c'est des pièces d'échecs. Et autrement dit, pour que les gens puissent situer un peu l'œuvre, c'est le jeu d'échecs qu'on voit dans Harry Potter, dans le premier film. Il joue avec les petites pièces d'échecs qui bougent, et c'est un jeu d'échecs qui est basé sur ces petites figurines. Cavalier en E5. Reine en E5. C'est affreusement barbare. C'est la version sorcier. Et les pièces géantes à la fin. Non. Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. C'est ok. parce que ça, c'est plus, tu sais, mêmes. elles sont en métal, elles sont... Ah, c'est peut-être pas les mêmes. Ouais. Non. Bien vu. Ok, donc les tout petits bonhommes. C'est les petits bonhommes au début, que ouais. le jeu de Ron. Ouais. Elles font toutes autour de 10 cm de haut, ou plus petit, et donc elles sont toutes sculptées dans de l'ivoire. Et donc chaque pièce, le roi, la reine, le cavalier, etc., sont en quantité suffisante pour constituer plusieurs jeux complets. En fait, c'est pas juste un seul jeu d'échecs. Et ils sont tous en assez bon état de conservation. En fait, aujourd'hui, c'est de loin la plus grande collection de pièces d'échecs datant de l'époque médiévale jamais découverte. Et de plus, selon l'archéologue Ian Riedler, c'est très rare de trouver des sets de jeux d'échecs, et surtout presque au complet. Donc en trouver plusieurs, c'est vraiment exceptionnel. Et le jeu des échecs se compose donc de 2 sets de 16 pièces, 32 en tout. Et en tout, ce qu'on a trouvé, c'est presque 4 jeux presque complets. Tu veux dire, t'as 2 parties à chaque fois, hein. T'as les noirs et les blancs, ou peut-être autre ouais, chose, c'est mais ça. Je sais pas si ça sera noir et blanc, mais... Donc 4 x 32 ou... 4 jeux d'échecs complets pour ou 2 8 personnes. fois, 8 fois 16, quoi. Ouais, ok. Mais c'est pas, le compte est pas exact, tu vois, pour chaque D'accord. pièce et tout ça. Ils disent qu'il y a 8 rois, 9 reines. Enfin, c'est un nombre complètement mélangé. Aléatoire, ouais. Ok. Et en fait, selon, ils se sont référés aux pions, qui se ressemblent un peu selon les jeux, qu'il s'agit de peut-être 4 jeux entiers. Parce que j'imagine, tu vas nous dire plus tard que c'est peut-être pas les mêmes règles ou la même construction qu'un jeu moderne aussi. Ouais. Je vais voir. Bah, tu verras. Oui, oui, exactement. c'est moi qui l'ai dit. Donc, en fait, ils trouvent 90 pièces. Et si ils avaient eu 4 jeux entiers, il aurait fallu qu'ils trouvent 128 pièces. En fait, il n'en manque pas beaucoup pour obtenir 4 jeux complets. On sait, en fait, que la découverte en elle-même n'est pas très bien documentée, parce que l'archéologie, à ce moment-là, était encore à un stade très peu avancé. Du coup, c'est plusieurs histoires, des récits qui se passent de bouche à oreille pour savoir comment les œuvres ont été trouvées. Et donc, soi-disant, une vache aurait piétiné un peu de sable et menant à la découverte de ces pièces, ou alors un paysan les ont découvertes dans une grotte, ou enfin plusieurs histoires différentes comme ça. Qu'on sait précisément maintenant en observant les pièces, c'est que on sait qu'elles ont été trouvées par hasard. Par contre, elles devaient être conservées d'une manière assez bien pour qu'elles soient en condition, dans la condition dans lesquelles elles sont aujourd'hui, quoi. Ensuite, on sait aussi que un marchand expose ses pièces en 1831 à Édimbourg, où la plupart des pièces ont été acquéries ensuite par le British Museum. Parce qu'on ne sait pas la date exacte de découverte, du coup, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est que en fait, il y a juste un on-dit. On perd la trace du jeu à un moment, quoi, après la découverte. Okay. A priori, c'était pas très très
écarté dans le temps. Mais voilà, on sait que en tout cas, la première fois qu'on découvre ce jeu au public, c'est en 1831 à Édimbourg. Ça fait un peu vieille légende. Je couperais si je te comment dire, spoil ton histoire, mais j'ai l'impression que c'est genre une légende du vendeur pour donner envie, quoi. Mais comme Ocean. Tu connais la légende d'Ocean? Ah non. Les mythes d'Ocean, j'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est aussi début 19e. C'est un auteur qui prétend avoir retrouvé des textes, genre un peu apocryphes, pour inventer une mythologie ancienne anglaise, en gros. Hors des mythes antiques, etc. Et donc ça raconte des faux dieux, des fausses déesses. Et il va faire passer ça pour une vraie mythologie en prétendant avoir trouvé les rouleaux, je crois, dans une grotte. Enfin, je sais plus trop l'histoire. Oui. Ça me fait penser à ça. Tu sais qu'il y a une histoire aussi comme ça dans le podcast de Georgia et Karen, justement. Ah ouais? My Favorite Murder. Oui, c'est ça. Va l'écouter, c'est génial. Justement, c'est un des tueurs dont elle parle. C'est un gars qui, à la base, crée des documents faux sur... alors, est-ce que c'était les Mormons? Je crois que c'était les Mormons pour le vendre aux... Oui, je crois que c'était ça. Et justement, du coup, il créait des documents qui étaient stipulés perdus. Et il les faisait, il les découvrait entre guillemets. Il disait bon bah ça on a trouvé. Ça avait dit qu'on disait que c'était un document perdu, on l'a retrouvé, tout ça. Et c'est incroyable. Mais bon. Non. Ton marchand, on sait pas si c'est un mytho, mais peut-être qu'on sait. On va voir. Personnellement, j'adore les histoires comme ça où, clairement par hasard, on trouve des œuvres complètement insolites. Et là, c'est vraiment le gros lot en plus. Enfin, c'est vraiment complètement improbable. Et bien sûr, pour en revenir à l'état de conservation des figurines, il faut savoir que, comme elles sont en ivoire, normalement, ça, c'est assez costaud comme matériau, c'est imputrescible et tout ça, donc c'est pas très très sensible. Mais par contre, pour avoir duré, parce que elles datent du XIIe siècle, et ça veut dire qu'elles étaient sous terre ou enfouies pendant 500 ans. Dans une boîte, dans quelle matière? Et donc on sait pas, c'est ça, cette histoire a été passée de bouche à oreille, cette découverte, on sait pas trop comment ça s'est passé, mais clairement, scientifiquement parlant, il aurait fallu que ce soit dans une boîte neutre, donc probablement de la pierre ou dans une caverne en pierre ou quelque chose qui soit vraiment, qui protège et des changements de température, que ce soit pas trop humide et loin du sel. Enfin, clairement, si c'était sur une plage, le sable ça corrode, enfin ça, comme les galets quoi, ça arrondit, ça défigure les. Oui, c'est ça. Donc, elle pouvait clairement pas être enfouie dans le sable. Ça, c'était impossible, non. Parce que du coup, avec le mouvement de l'océan et tout ça, c'est pas possible, quoi. Donc, elle devait être assez protégée. Et donc, il y en a qui sont presque en état quasiment neuf, et il y en a qui sont un tout petit peu plus abîmés. Donc voilà, ça laisse supposer que peut-être qu'il y en avait qui étaient en contact avec de l'eau ou de l'humidité ou de la terre qui les avait un peu plus dégradés. Donc, on sait aujourd'hui que les figurines ont à peu près 800 ans, du fait que on peut identifier sur leurs vêtements, sur leur style de décor, etc., que elles datent d'une certaine période. Donc par exemple, on voit que les mitres portés par les évêques, donc la pièce qui prend la place du fou, sont portées d'une manière qui suggère une date postérieure à 1150. Donc là, en fait, on voit que c'est un moment où les pointes de la mitre de l'évêque... C'est quoi une mitre pour ceux qui... C'est les chapeaux des évêques, en fait, qui ont deux pointes d'un côté et de l'autre. Et d'habitude, elles étaient portées d'un côté et de l'autre, comme des oreilles de chat. Comme un fou. Comme un joker, du coup. Les jokers ont des oreilles de chat? Ils ont un bonnet comme un bonnet d'âne. Ah ouais? Mais pourtant, dans les jeux des échecs, ils ont juste une pointe. Ouais, parce que les pointes sont en avant et en arrière de la tête. Non, mais donc, ils ont juste une au milieu de la tête. Comme ça. Les fous. Le fou, il a peut-être 3 pointes, ceci dit. Bon, bref, pardon. Non, mais parce que dans le jeu d'échecs, ils en ont juste... Ah, ok. C'est pas grave. C'est le mitre. Ouais, mais je pense que ça donne l'effet qu'il y en a qu'un comme un cône, en fait. Comme un chapeau pointu. Mais en fait, t'as deux devant, derrière, tu vois, et c'est vide au milieu. Oui, c'est ça. Ça fait comme ça, ouais. Donc, en fait, 1150, c'est à l'époque où il y a une transition entre
la mitre portée d'un côté et l'autre, donc c'est-à-dire que comme des oreilles de chat, voilà. Ah ouais, trop marrant. Et il passe de devant et derrière. Donc il la positionne un peu différemment. Trop drôle, ok. Et c'est de ça qu'on peut dater à peu près, au moins, qu'on sait que c'est postérieur à cette époque-là. Et en plus, au sujet de leur origine, elles présentent des caractéristiques d'un style roman scandinave. Et effectivement, du coup, c'est intéressant parce qu'on voit que la présence des évêques indique qu'il s'agirait à un moment où il y a une cohabitation de la chrétienté avec les traditions artistiques scandinaves, parce que les décors sont très... Attention, ça va pas plaire à Oleg de Normandie. Non mais... Oui. Pourquoi ils laissent leur trésor sans protection? Est-ce qu'il y a une espèce de sortilège ou de malédiction qui protège tout ça? Ils croient peut-être que leur dieu les protégera. Si c'est ça leur dieu, il est mort. Il est cloué sur une croix. Il peut protéger personne. Lui, il n'est pas en vie comme Odin, Thor ou Freyr. Alors à quoi il sert? Comment ça se fait que tu parles notre langue? J'ai voyagé. En voyage pour propager la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu tiens contre toi? Un livre. Cet endroit regorge de trésors. Et tu as choisi de sauver ça. Pourquoi? Ils avaient donc intégré l'église dans leur société. Ouais. Et en même temps, il y avait quand même des décors. Les décors étaient les décors typiques scandinaves. Donc ce qu'on voit un peu... Enfin, je l'expliquerai un peu plus tard. Les décors, on les voit surtout sur les trônes des rois et des reines, ornementés de manière assez chargée, comme on le voit voilà, dans Vikings, etc., dans toutes ces séries voilà, un peu sur les Vikings et tout ça, et qu'on voit aussi dans les vieilles églises norvégiennes. Donc c'est des motifs typiques zoomorphes, avec des feuillages arrangés en courbes et contre-courbes, etc. Et c'est très... c'est une tradition qu'on voit jusqu'au XIIIe siècle en Scandinavie. Donc, lorsque les pièces d'échecs ont été découvertes au XIXe siècle, ils supposaient qu'elles avaient été fabriquées en Angleterre. Donc, ils le savaient pas tout de suite. Et donc, aujourd'hui, maintenant, avec les recherches, etc., on s'est rendu compte que elles sont probablement plutôt scandinaves. Et en fait, la théorie la plus populaire en ce moment, c'est qu'elles viennent de Norvège. Mais non. Si. Et c'est trop cool, parce que j'étais là, mais what? Mais c'est parce que j'ai grandi en Norvège, c'est Ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes en fait plus près, ils sont assis sur des trônes, mais vraiment de décors qu'on trouve dans les églises norvégiennes, quoi. Toi aussi, tu les as vues, les églises norvégiennes? Ouais. Donc stylistiquement parlant, on voit beaucoup de ressemblances avec les sculptures dans les églises en Norvège. On sait aussi que les pièces ont été sculptées en ivoire de Morse. Ah, j'allais te demander. Ouais. J'ai essayé de... Franchement, je me suis retenue sur ce coup-là. Je suis désolée, je mets du temps à... Non, pas du tout, mais c'est moi qui suis... Tu sais, c'est comme un sale gueule. Pardon, pas un sale gueule. Attention. C'est vraiment l'esprit d'escalier, tu sais, genre... C'est que je suis absorbée par ton histoire, j'ai envie de poser toutes les questions avant. Ouais. Donc l'ivoire de Morse, c'était à l'époque le seul ivoire que l'on pouvait trouver en Europe, parce qu'il y avait une pénurie d'ivoire d'éléphant. On ne sait pas pourquoi, apparemment. Du coup, l'ivoire de Morse était devenu le nouveau truc très prisé. Enfin, il se trouve que c'est un animal du coup qui est du nord, entre la Groenland et le Groenland et la Norvège. Donc c'est très probable qu'ils viennent, voilà, au moins de Scandinavie, clairement plutôt. Ça s'explique Norvège. peut-être avec les croisades, etc. Mais je suis pas assez Je calée pour ça. Mais la pénurie me paraît un peu, ouais. Oui, c'est sûrement intriguant. c'est ça. Intriguant. Il doit y avoir des enjeux politiques, économiques. Et puis c'est vrai que c'est loin quand même. C'est loin, c'est ça. Et puis, si ça se trouve, ils avaient complètement décimé les éléphants à l'époque, quoi. On sait pas. J'avoue que je le connais pas du tout. Je sais qu'il y a une pénurie enfin, pas une pénurie d'éléphants, mais une pénurie Est-ce que j'ai utilisé décimer de la manière correcte? Je crois que j'ai pas utilisé le bon mot. Si, c'est bon, je crois. Au pire, c'est bon, on y voit que du... D'accord. Et donc, puisque les défenses de Morse étaient extrêmement chères et compliquées à acquérir, surtout, donc il faut s'imaginer chasser un mammifère aquatique qui a une couche protectrice de sûrement 15 cm de queue de peau épaisse et de graisse. C'est vilain en plus, Morse. Ouais, et puis non mais dans une mer glaciale où tu peux que y aller en été et encore, c'est horrible, quoi.
Donc en fait, il confiait cette matière première seulement à quelqu'un qui savait pouvait bien la travailler. Et du coup, il se trouve que la côte nord-ouest de la Norvège était un centre de commerce de l'ivoire au XVIe siècle, ou XIIe siècle, pardon. Et voilà, si elles venaient de Norvège, il est très probable que l'endroit où elles ont été fabriquées, c'était à Trondheim. Car c'est l'endroit où il y avait beaucoup d'artisans qualifiés qui avaient l'habitude de travailler l'os et les bois d'animaux, et donc probablement aussi l'ivoire de morse. Voilà. C'est quoi la position de Trondheim dans les cités norvégiennes à l'époque? C'est le nord-ouest. Et c'est une ville, enfin je sais pas trop comment ça Si, fonctionne. c'est une grande ville assez connue. C'est là où il y a justement la cathédrale très très connue de Nidarosdomen. et Qui existait c'est déjà à l'époque? Oui, alors je sais pas probablement médiéval. oui, médiéval, ouais. Et c'était un grand centre culturel ou économique peut-être. Ouais. C'est Oui. des ports. Ouais, c'est ça. Okay. C'était au moment où justement toute la côte était beaucoup plus riche que l'intérieur des terres. Pour revenir aux pièces d'échecs, on voit qu'elles sont construites de manière hyper fonctionnelle. Elles n'ont pas été créées juste pour être observées. Elles doivent être conçues pour résister aux manipulations fréquentes. Et du coup, il faut pas qu'il y ait de parties protubérantes. Enfin, il faut pas qu'il y ait de petits éléments d'accro, etc. Et tous les détails sont des exploits optiques, en fait, quand tu te regardes de plus près. Ils ont vraiment réussi à sculpter des détails exquis et incroyables, enfin vraiment très expressifs. Et les épées des rois, les crosses des évêques, etc. Ça donne l'impression que ça ressort du relief. Et en fait, ils sont tous hyper proches du corps et pas du tout ressortants. Et puis toutes les pièces sont un peu voûtées. Enfin, tu vois, ils ont pas de coups, ils ont pas de... C'est stylisé, quoi. Ouais, c'est ça. On voit aussi que les cavaliers sont assis sur des chevaux miniatures, c'est trop drôle, et on sait pas si c'est censé être des Shetland ou pas. Mais clairement, Ponies. C'est quoi déjà dans Frodon et Sam? Ah oui. C'est quoi déjà? Frodon et Je Sam. sais pas, je vois des hobbits d'un coup et... Moi, je pense à genre, Daddy, I want a pony. Ah oui, c'est quoi ça déjà? Je sais pas. En fait, c'est à chaque fois que je vois, tu sais, les packs de sucre Daddy. Oui, tu penses à ça. Ouais. Je suis là, Daddy. On est passé des poneys au sucre. Ouais, bon. Alors. Daddy, I want another pony. Libérez les poneys, qu'ils retournent chez leur maître. On voit que les cavaliers sont assis sur des minuscules chevaux, donc ça a été adapté pour que ça rentre dans une case. Donc oui, c'est ça, tout est extrêmement stylisé et tout ça, mais le caractère est incroyable. C'est parfait parce qu'elles ont les bases lourdes pour ne pas facilement être renversées. C'est parfaitement adapté pour le jeu. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que les pièces individuelles et entre guillemets donc les personnages. Enfin, moi j'ai pas de jargon des jeux des échecs. Je vais pas tenter de rentrer là-dedans. Les personnages ne sont pas tout à fait comme on les connaît aujourd'hui. Donc le fou, par exemple, c'est dans ce jeu-là, c'est l'évêque. Et en même temps, c'est pas exactement ressemblant au jeu d'origine. Donc vraiment, le jeu des échecs a son origine. Et d'ailleurs, on sait pas exactement avec 100% de sécurité, vraiment de certitude, où le jeu des échecs est né, mais c'est probablement en Inde, en 600 après Jésus-Christ. En fait, c'est un jeu qui est devenu très rapidement populaire et qui va être introduit en Europe autour du 9e siècle. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les pièces d'origine, donc venant du monde islamique, avaient donc le char à la place de la tour, l'éléphant à la place du fou, et le conseiller du roi, le shah, donc le vizir, à la place de la reine. Donc c'était différent. Aussi, stylistiquement parlant, les pièces étaient très simplifiées, donc presque juste des formes géométriques abstraites pour indiquer chaque pièce. Et de ce fait, comme les pièces ne représentent pas un personnage, ça donne la possibilité aux Européens, quand ils l'adoptent, de leur attribuer de nouveaux titres.
Et donc, même si les mouvements des pièces restent plus ou moins les mêmes, tu peux un peu changer le nom des pièces. Juste petite question, quand tu dis que ça devient vite populaire, je te prends au mot, est-ce que c'est populaire dans le sens ça devient vite répandu, ou est-ce que c'est populaire du peuple? Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est un jeu de luxe, d'élite, ou un jeu du peuple populaire? C'est une très bonne question. Non, je ne sais pas, mais par contre, j'imagine, c'est un jeu de guerre, donc c'est un jeu de stratégie. C'est de l'ivoire? Non, et c'était pas forcément toujours de l'ivoire, c'était de la terre cuite ou des... Oui, du bois, il y en avait. On sait on en a trouvé quelques-uns en bois. Je pense que c'était plutôt tous ceux qui sont représentés sur le plateau. En fait, on voit dans les jeux des échecs que les personnages importants, disons figuratifs, et les pions sont souvent très très simples. Donc je pense que les personnes qui ont l'importance sur le jeu des échecs, c'est eux qui jouaient aux échecs. Et je pense que les petits pions, entre guillemets, les personnes qui n'étaient pas importantes dans la société, c'était les personnes qui n'avaient pas accès... Ça c'est ma théorie personnelle. Ouais, mais je la trouve intéressante. Ça sera à creuser, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que ce serait un peu énervant de se dire moi je suis la plèbe. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en vrai je comprends comment tu le transposes avec un esprit moderne, mais c'est vrai que ça fait sens aussi que tu joues pas forcément avec quelque chose qui te... Je sais pas trop, faut connaître un peu les codes de l'époque, c'est différent aussi. Donc, mais si ça se trouve, tout le monde jouait à ça. Hein. T'as une acceptation de ton rôle aussi à l'époque, donc tu peux être complètement complaisant avec le fait que t'es pas... T'as peut-être le pouvoir justement sur le jeu que t'as pas dans la vraie vie avec les... Enfin, j'en sais rien, c'est de la théorie. S'il y a des spécialistes des jeux d'échecs, on est très intéressés. Non, mais en plus, on voit que moi, je joue pas aux échecs parce que clairement, moi, je suis la petite pièce... Quoi? Ah oui, c'est ça, tu parles de toi. Je suis le petit pion, quoi. En fait, c'est moi. Ah bah non, je suis la reine. Si vous n'êtes pas classé, vous allez avec les débutants. Il y a une règle qui m'empêche d'être dans le tournoi ouvert? Non, pas vraiment. Mais alors inscrivez-moi. Non, mais c'est une très bonne question. Et c'est vrai que c'est du coup... On est intéressé s'il y a des médiévistes du jeu d'échecs. Merci. En Europe, on voit que l'Église va être incluse. Donc l'évêque à la place du fou, et ce qui est très intéressant, c'est que la reine sera mise à la place du vizir, et la reine qui représente quand même le pion, la pièce qui est la plus puissante sur le plateau. Enfin, c'est super intéressant que ce soit la reine qui ait ce pion-là, cette pièce-là. Oulala, ça va parler des tombes féminines vikings. Du coup, c'est le moment, de faire le petit insert féministe, voilà. Il se peut que l'introduction de la reine dans ce jeu soit liée au fait qu'il y avait beaucoup de reines très puissantes qui ont émergé au début du Moyen-Âge. Bien sûr. Et Gemberge, non, comment elle s'appelle déjà? Je vais te dire, t'inquiète pas. Excusez-moi. Et donc, entre le 10e et le 17e siècle, il y a 8 grandes femmes au pouvoir dans différents pays en Europe qui se succèdent plus ou moins. Donc, c'est-à-dire que voilà, tout au long du Moyen-Âge, il y a toujours plus ou moins une reine remarquable devenue puissante, soit par la mort de leur mari ou autre. Pour en citer quelques-unes, il y a Adélaïde, l'impératrice du Saint-Empire romain germanique, veuve d'Othon Ier, de 931 à 999. Aliénor d'Aquitaine, il y a Blanche de Castille, Marguerite de Danemark, qui est souveraine du Danemark, de la Norvège et de la Suède entre 1443 et 1412. Oula, 1512 j'imagine, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a Isabelle de Castille, Élisabeth Ier, enfin, toutes ces femmes sont présentes à ce moment-là, et ça donne, voilà, ça pourrait être une raison pour laquelle la reine a été intégrée sur le jeu d'échecs comme une femme très puissante, quoi. Ou comme, peut-être pas comme femme puissante, mais une pièce puissante. En fait, ce qui est sympa, du coup, avec le jeu d'échecs de Lewis, c'est que ça montre bien comment la société était organisée à l'époque. Et donc, on en revient, les pions étaient complètement informes. Enfin, c'est même pas les petites têtes qu'on voit sur les jeux aujourd'hui. C'est hyper simplifié. Et en fait, un des conservateurs qui parle dans le documentaire, le conservateur du British Museum qui s'appelle Irving Finkel, il dit que c'est, en fait, on dirait des petites pierres tombales, quoi. Genre les trucs, genre on les sacrifie sans que ça veuille rien dire.
Et donc chaque pièce sont ultra expressives. Comme on l'avait mentionné dès le début, c'est que c'est assez surprenant en fait quand tu les vois. Il y en a qui ont les yeux écarquillés. Il y a une reine qui a sa tête dans sa main, qui a l'air un peu inquiète ou pensive ou décisive. Enfin, on ne sait pas trop les émotions qu'on doit leur prêter parce que en plus la manière d'exprimer les émotions à l'époque est différente. Les codes de représentation sont différents. Ça suggère que l'artisan aurait eu un moyen de s'exprimer artistiquement en fait au moment de la commande, et ça devait être une commande assez dingue quoi, assez sympa pour eux parce que a priori les artisans à Trondheim ils faisaient pas des jeux d'échecs comme ça tout le temps quoi. En Clairement. devoir de morse, oui c'est ça. Mais surtout, je sais pas si tu comptes en parler, interromps-moi, mais les codes expressifs, c'est quelque chose, enfin en peinture notamment, donc en art majeur, on va dire, avec les visages ne sont pas expressifs jusqu'on va dire à la fin de la Renaissance, en gros. Ouais. Alors il y a évidemment plein d'exceptions, mais il y a des codes stylistiques auxquels les artistes se conforment. Et le cliché aussi qu'on a du Moyen-Âge, c'est que les visages sont hyper statiques, hyper clichés. Ouais. Donc ouais, je trouve ça intéressant de voir que tu dis qu'il y a une liberté peut-être de l'artiste. Carrément. Bah, je pense que justement, comme c'était un peu libéré de l'Église, même s'il y a un personnage ecclésiastique, il y a, je pense que il y avait moins cette rigueur des codes à appliquer. Parce qu'on voit que effectivement sur les icônes et tout, tu pouvais rien insérer de personnel quoi. Pour donner un exemple des pièces les plus expressives, c'est certains guerriers qui donc ont la place de la tour sur le jeu, qui ont un espèce de bouclier, donc c'est en fait des gardiens guerriers, et il y en a un qui mord son bouclier, qui a les yeux complètement écarquillés, et en fait ce qui est cool c'est on pense que c'est peut-être représentatif d'un berserker, tu sais, un guerrier fauve, voilà, dans les mythologies nordiques et germaniques, qui entre dans une espèce de fureur sacrée, voilà, issue des dieux pendant le combat, et voilà, un peu comme avec le Hulk, quoi. Des drogues, ouais, c'est ça, genre il devient complètement fou, genre il s'arrache le t-shirt. Non, ouais, la tunique. La côte de maille. Un chevalier noir. Oui, il est vêtu de noir, il porte une arbalète légère au bras qui décoche plusieurs carreaux à la suite, et il possède une épée de la taille d'un homme. Il les a tués en un éclair, ils n'ont rien vu venir. Ouais, donc voilà, il faut les voir, quoi. Donc selon les récits, lors de la découverte, la personne qui a découvert les figurines aurait eu peur en fait en les voyant. Ce que je disais au début, c'est que il devait penser que c'était en fait des petits esprits maléfiques ou des petites poupées voodoo ou des trucs comme ça, parce qu'ils ont tous des têtes vraiment. Il faut savoir aussi, c'est important, mais c'est un détail malheureusement qu'on ne voit plus, c'est que quand les pièces ont été découvertes, une partie d'entre elles était de couleur rouge pour indiquer l'équipe opposée. Donc malheureusement, cette teinte a disparu depuis le temps, et apparemment ils n'arrivent plus à trouver les vestiges de couleurs même microscopiques sur les pièces pour indiquer, pour donner une idée desquelles étaient rouges et comment lesquelles ils savent alors? Bah justement, je sais pas. C'est dans l'histoire? Il faudrait que je regarde. Enfin. Ah, okay. Oui, alors après, il y a sûrement des articles là-dessus, mais j'ai pas regardé. Ils précisent pas trop. Peut-être que le British Museum les a acquéris au début du 19e siècle, ils ont noté, voilà, rouge et blanc. Et puis comme voilà, c'était un peu au début des musées, etc. Ça a pas été très bien précisé, je sais pas. Et puis l'information s'est perdue. Après, t'as aussi pas mal d'histoires comme ça. Dès que tu sors, tu sais, tu extrais du sol ou d'une pièce confinée. Exactement. Et on va en parler dans mon sujet après. D'ailleurs, quand tu changes enfin, je sais pas si j'en parlerai là, mais les pigments, la surface peut complètement se désagréger ou se décolorer, et voilà, à cause du choc.
C'est ça, et puis en plus, clairement, ça devait être une teinte végétale, donc quelque chose de hyper sensible à la lumière, et puis bon bah dès qu'ils étaient exposés, ça a réagi et ça a disparu, quoi. Beaucoup plus qu'un pigment minéral d'eau. Voilà, c'est comme les tapisseries, etc. On parle toujours du fait qu'il faut pas qu'elles soient exposées à la lumière, justement parce qu'elles sont teintées souvent de teinture végétale. Donc, aujourd'hui, les pièces de Lewis font partie des œuvres qui attirent le plus de monde au British Museum. Mais voilà, la raison pour ça, c'est aussi sûrement à cause de la culture populaire, enfin Harry Potter, etc. Et apparemment, enfin ça a aussi été repris dans d'autres films ou des séries pour enfants en Angleterre, etc. Donc c'est pas seulement au British Museum que tu peux en voir, parce que il y a aussi 11 pièces du lot qui se trouvent au Musée national d'Écosse. Et en fait, les acquéreurs au British Museum... oui, c'est ça. C'est ça, mais je trouve ça super, parce que bon bah les acquéreurs au British Museum pensaient les avoir toutes achetées à l'époque, mais voilà, il y en a 11 qui restaient, qu'ils ont vendu à des Écossais, et maintenant ça se trouve, voilà. Et je trouve ça super quand même que enfin, c'est quand même le pays où ils l'ont découvert, donc il fallait qu'il en reste une partie là-bas. Est-ce que tu les as vues, les pièces? Vraiment, j'ai gardé la surprise, donc j'ai une image juste très floue dans ma tête. Je suis pas retournée voir des photos avant qu'on enregistre. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas vu à quoi elles ressemblent. Non, mais tu les as pas vues, donc tu les as pas vues. En vrai, non, je les ai très vaguement en tête. Ouais. Ou je les ai du film d'Harry Potter. Ouais. Parce que moi, je suis allée les voir, en fait. Lucky. Moi, je suis allée les voir, c'était, mais il y a longtemps, c'était en 2017, je crois. Elles sont dans les collections permanentes? Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est marrant parce que je savais pas du tout qu'elles étaient là. Et c'est vrai que tu t'arrêtes devant, enfin, même à ce moment-là, je savais pas à quel point elles étaient précieuses, quoi. Mais le détail est incroyable. Voilà. Et après, bon bah, il y a plein d'autres petites anecdotes qu'on peut mentionner. Par exemple, bon, pour en revenir à Harry Potter, il y a une petite anecdote qui est marrante, c'est que le jeu d'échecs utilisés lors du tournage du premier film d'Harry Potter sont les pièces personnelles du conservateur que j'ai mentionné, Irving Finkel. En fait, quand il était petit, il collectionnait les pièces qui étaient des reproductions vendues par le British Museum. Et en fait, elles étaient assez chères, et pour lui, enfin, issu d'une famille modeste, il rassemblait, enfin, il gardait tout son argent pour pouvoir acheter ces pièces une par une. Donc dans les années 40? Parce que moi j'ai le souvenir d'un très vieux monsieur qui ressemble à Dumbledore. Ouais, c'est ça, exactement. Tu l'as vu la vidéo? Je l'avais aperçu il y a très longtemps. Elle est marrante. C'est le British Museum, je crois, qui publie cette vidéo. Et ce qui est marrant, c'est qu'il parle, voilà, il parle un peu avec résignation du film. Mais en même temps, c'est ces pièces qui sont utilisées. Résignation dans le sens où ça l'agace que tout le monde parle d'Harry Potter, alors que elles sont des pièces enfin moi aussi, enfin même c'est dommage de devoir parler d'Harry Potter. On va en revenir au sujet que je vais traiter tout à l'heure aussi. On est encore sur un truc commun, c'est rigolo. Ouais. Quand le film supplante la réalité historique, qui est peut-être parfois plus fascinante. Oui, c'est ça. Pas aussi médiatisée, quoi. Et donc voilà. On parlait de ça juste avant qu'on commence le tournage, ou l'enregistrement. L'accessoiriste, justement, connaissait le conservateur, et c'était un moment où le British Museum n'avait plus de reproduction en stock, et ne le faisait plus. Et donc elle est allée le voir, sachant qu'il avait sa collection, et elle lui a demandé s'il pouvait utiliser ce jeu d'échecs. Donc c'est son jeu personnel qui est utilisé. Je l'imagine du coup rager en mode c'est mon jouet. Ouais, exactement. Je vais juste mentionner pour les âmes facilement influençables. Vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu d'échecs, la reproduction, c'est très cher et c'est pas nécessaire. J'ai regardé tout de suite en faisant ces recherches. Je me suis dit, mais ce serait tellement cool d'avoir la reproduction et tout. T'en as pas besoin, c'est pas grave. C'est combien? Le Prestige, je crois que c'est 500 pounds ou un truc comme ça.
Et bien sûr, c'est que le prestige qui vaut la peine. Après, les autres... Oui, mais c'est estampillé par Her Majesty the Queen. Ouais, mais bon, après, enfin, elles sont en résine. Il y en a d'autres qui sont... Ouais, c'est ça, c'est pas incroyable. Et du coup, enfin, il y en a d'autres, tu trouves sur Etsy et tout ça. Je veux pas faire la pub pour ça, hein. Mais... Cette vidéo n'est pas... Oui, c'est ça. Qui sont un peu plus jolies, mais... De toute façon, ça remplacera jamais les vraies pièces. Et vaut mieux qu'elles soient dans un musée. Sa place, c'est dans un musée. La tienne aussi. Voilà. Wow. Donc ça, c'est l'histoire des Lewis Chess Pieces. Moi, j'aurais pu continuer toute la soirée. Ouais, non, on aurait pu en parler. Cool, sinon, après, il y a le jeu l'introduction des échecs en Europe qui est fascinante. Et il y a tout un livre qui a été publié sur la dame dans les échecs et le début de l'introduction de la dame dans l'arène. Ouais. Donc, qui est quand même notable par rapport à d'autres pièces qui restent quand même peut-être assez communes. Comment dire, genre, la dame a vraiment marqué un changement dans le jeu d'échecs, tu sais ou pas, au Moyen-Âge, à quoi ressemblait un jeu d'échecs? En fait, les mouvements de la dame étaient à la base juste... Enfin, en fait, la dame, c'est une combinaison de la tour et du fou. Oui. Donc, elle peut avancer tout droit et de diagonale. Et en fait, à l'époque, il me semble qu'elle pouvait juste avancer d'une case en diagonale. Alors que là, c'est le roi qui fait ça maintenant, mais en vertical et horizontal. Ouais, c'est ça. Le roi. J'ai que d'une seule case, la reine peut faire toutes les longueurs qu'elle souhaite. Exactement. Mais après, je sais pas si ça a changé pour le roi, je pense pas. En fait, ce qu'ils disent, c'est que les mouvements en eux-mêmes des pièces sur l'échiquier n'ont pas énormément changé depuis le jeu d'origine. C'est surtout juste les figures stylistiques, et ce que ça représentait à l'époque. Et est-ce que on sait si le jeu en arrivant en Europe tout de suite prend les rôles qu'on connaît aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses que là, il y a le fou, il y a l'évêque, il y a des changements quand même. Oui, c'est ça, il y a une chronologie. Alors après, je sais pas, ça change pas mal quand même. Ouais, alors je sais pas à quel moment, par exemple, l'évêque est devenu le fou, des trucs comme ça, mais j'imagine que ça a à voir avec la réforme, enfin. Bah oui, c'est sûr. Oui, donc, comme ça, ouais, donc, mais après, tu peux rentrer là-dedans et tu t'y perds. C'est assez fascinant. Voilà. Merci Perrine. J'ai appris plein de choses, moi aussi. Ouais, attends, on va mettre une pause. Cet échec était le but de la séquence. Elle a commencé par le fou, ce qui a réduit la portée de la tour. Elle est bloquée sur une rangée, ce qui la rend moins menaçante. La question est, que va-t-elle faire maintenant ? Alors, donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui va être lié à ma dernière vidéo sur la chaîne L'Opératorium, où j'ai parlé de l'art et du patrimoine dans le film Titanic. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'est un monument historique, un événement qui fait partie de ces sujets qu'on croit connaître, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais qu'en fait cette popularité vient avec pas mal de biais et d'idées préconçues qu'on glane ici et là dans les médias, mais sans qu'on ait vraiment donc le cœur du sujet. Parce que j'échappe absolument pas à ce phénomène. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de reprendre un petit peu les bases du Titanic. Par contre, comme il y a plein de façons d'aborder le sujet, je vais baliser le sujet aujourd'hui en me concentrant surtout sur la partie métal, donc en fait surtout sur la structure du Titanic, et ses propriétaires, et la responsabilité qu'ont ses propriétaires, tant du vivant du Titanic, si j'ose dire, que du temps de l'épave, donc les propriétaires actuels de l'épave et leur responsabilité s'il en est. Voilà, parce qu'on entend beaucoup parler du film, mais autour du film, enfin derrière le film, il y a une vraie épave, avec un événement qui a marqué le début du XXe siècle. Bah, c'est sûr que, en fait, quand tu dis le Titanic je connais, c'est parce que tu connais le phénomène quand il a coulé, mais après tu te poses pas la question genre qu'est-ce qu'on en fait maintenant, enfin au moins moi je l'ai pas fait donc peut-être que t'es plus intelligente que moi, mais n'importe quoi qu'est-ce que tu racontes. Mais en tout cas c'est vrai que en fait malgré le fait qu'il le montre dans le film, il montre l'épave dans le fameux film de James je sais pas qui là, Cameron. Tu n'y penses pas. Mais non, parce que tout le monde a les yeux rivés sur Léo, quoi. Tout simplement. Ouais. Mais pas les bas. Vas-y, raconte-moi si je suis...
Donc, déjà, qu'est-ce que c'est pour toi le Titanic, en fait? À part donc un naufrage. Et est-ce que tu saurais déjà d'où il vient? Qu'est-ce que t'as une petite idée ou pas? En fait, moi, je me rappelle dès que j'étais petite, j'étais là, c'est trop dommage, c'était son premier voyage, tu vois, genre, des trucs comme ça. C'est pas mal de savoir ça quand même, tu vois, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui oublient que c'était l'inauguration. Ah oui, tu penses? Moi, je sais pas, c'est marrant. Ouais, tu vois, moi, je me suis toujours dit, c'était le premier voyage. Je trouve ça intéressant. Alors moi, j'y aurais pas pensé, tu vois. T'es plus intelligente que moi. Donc, le nom complet du paquebot, déjà, c'est pas le Titanic. Oh. What? Mais quel suspense! Nous avons décidé de scinder cet épisode en 2. Pour connaître les vraies raisons scientifiques et plutôt scandaleuses qui ont causé le naufrage du Titanic, vous retrouverez le lien vers la deuxième partie de l'épisode en description de vidéo ainsi que dans la playlist dédiée. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art à Cœur, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça permettra par exemple d'acheter un deuxième micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les 2 voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve dans la deuxième partie.